Introduction. Ce drame romantique composé en 1830 cause à l'époque une véritable révolution littéraire. Mais abat les grandes règles classiques, notamment celle des trois unités, temps, lieu, action. Il mélange également le sublime et le grotesque, choque la bienséance et mêle les registres de langue. Le rideau s'ouvre sur une scène nocturne à Saragosse en Espagne. Donna Josefa Duarte, vieille duègne espagnole du temps du roi Don Carlos, seule, dans la pénombre d'un palais. On entend des coups à une petite porte dérobée. Dégagée des axes de lecture, la scène joue son rôle de scène d'exposition et fournit aux spectateurs les éléments nécessaires à la compréhension du déroulement du drame. Mais elle présente aussi quelques-unes des caractéristiques fondamentales du drame romantique. Contrairement aux œuvres dramatiques du XVIIe siècle classique, Hugo accorde ici une grande importance aux éléments matériels de mise en scène. Par ailleurs, le mélange des genres, le jeu des contrastes et le traitement du vers marquent une totale rupture avec les conventions théâtrales de la tradition classique. Analyse. 1. Une scène d'exposition. La scène situe le drame géographiquement et historiquement, dévoile en partie l'identité des personnages et expose l'enjeu de l'intrigue. Un drame historique espagnol. Le public par le décor et surtout les costumes, est directement transporté dans l'atmosphère de l'Espagne monarchique du début du XVIe siècle. La vieille gouvernante porte un corde, jupe, cousue de jais, à la mode d'Isabelle la catholique. L'inconnu est habillé, à la mode castillane de 1519. Le décor représente la chambre à coucher d'un palais de l'époque. Ces éléments font d'emblée d'Hernani un drame historique. B. Les personnages présents ou absents. La scène nous renseigne sur les personnages déjà présents sur scène mais aussi sur les futurs acteurs du drame. La vieille remplit un emploi type au théâtre, celui de la confidente de tragédie ou la servante de comédie, personnage utilitaire, qui sert à donner au public les informations nécessaires sur les protagonistes et sur l'action, mais aussi à susciter leur confidence. L'inconnu qui frappe est aussi un personnage traditionnel de théâtre, celui du riche séducteur volage. On apprend notamment par son riche costume de velours, son rang, sa richesse, ainsi que son autorité et son arrogance qui se marquent par les ordres, bref et impérieux, parle, cache-moi séant, par le tutoiement familier ou le vouvoiement ironique dont il use avec la duègne, daignez, madame. Il a l'aisance et l'humour du seigneur qui a l'habitude qu'on se soumette à lui, et se moque de la vieille par une métaphore impertinente, serait-ce l'écurie. La scène apporte aussi des informations sur les personnages absents. Il est fait mention de Donna Sol, belle, jeune femme qui entre à la fin de la scène, habillée, en blanc. Elle est fiancée au vieux duc de Pastrana, son oncle, un bon seigneur vénérable et jaloux. Enfin, on entend l'autre, le jeune amant, le seigneur Hernani, cavalier sans barbe, que Donna Sol reçoit tous les soirs. C'est l'intrigue et la thématique se débutent en pleine action mais enfin en place un des principaux thèmes du drame, l'amour, auquel se mêlera la politique. 3 pour 1, tel est le titre qu'Hugo devait donner à son œuvre. Un jeune cavalier et un vieillard se disputent une même femme et un troisième homme, l'inconnu, vient compliquer cette rivalité. Une pichenette sur le nez sur classicisme, cette expression de Théophile Gautier à propos d'Hernani est particulièrement adaptée à une scène d'exposition qui bouscule toutes les traditions dramatiques classiques, non seulement par le mélange des registres, dramatiques et comiques, mais aussi par de multiples ruptures avec les conventions. Le mélange des registres dès les premiers vers, Hernani, rompt définitivement avec la séparation radicale entre les genres prônés par la tradition, notamment entre tragédie, genre noble, et comédie, genre populaire. Aux accents dramatiques, voire mélodramatiques, de la pièce, vient se mêler un comique varié tant dans son intensité que dans ses sources. La situation elle-même peut faire sourire, la méprise d'une duègne qui prend le roi pour un beau cavalier et qui se met à crier, avec un total manque d'à-propos, au feu. Ce roi caché comme un voleur dans une vulgaire boîte, l'armoire, le décalage entre son rang et sa position, il s'y blottit, la contradiction entre le rôle de la duègne, protéger et garder Donna Sol, et ses actions, elle fait entrer tous les soirs son amant, et ce soir-là même un inconnu, l'incohérence du roi qui enjoint la duègne de parler et en même temps lui défendre, dire 2 mots, cela ressemble plutôt à du vaudeville et s'accompagne parfois d'un Don Carlos a du mal à s'introduire dans l'armoire, il s'y blottit avec peine. Hugo introduit aussi le comique de caractère à travers la duègne, qui a les traits d'un personnage de comédie plutôt que de tragédie, sa peur ridicule, qui s'exprime à travers des exclamations hyperboliques, à l'arrivée de Don Carlos, son attrait pour l'argent, elle cède facilement à la bourse que lui tend le roi, sa superstition et sa peur de l'enfer, elle croit voir en la personne du roi, diable, et s'en remet au ciel, que le ciel nous garde de l'enfer. Le dialogue est plaisant, suit un rythme alerte, le vers est parfois constitué de 6 répliques, et joue sur la répétition. La duègne semble programmée pour acquiescer comme un automate par un oui servile, si bien qu'elle en vient à répondre avec contretemps, que je meurs. Oui, ailleurs, ce sont les images cocasses qui créent la rupture de ton. Le roi transforme par une métaphore très terre à terre l'armoire en écurie, où la duègne,
mais d'aventure, le manche du balai qui lui sert de monture, métamorphosant la vieille en sorcière. Plus loin, il brosse une caricature d'Hernani, cavalier sans barbe et sans moustache encore. Les mots eux-mêmes font sourire, notamment par le décalage entre le rang du personnage et son niveau de langue. Don Carlos lance un ouf prosaïque et familier lorsqu'il rentre dans l'armoire. De même, il joue avec humour sur le sens propre et le sens figuré des mots. Langue soutenue et familière se trouve ainsi plaisamment mêlée. B. La rupture avec les conventions. Hugo ne se borne pas à transgresser la séparation des registres, il s'en prend aussi à d'autres conventions du théâtre classique. La figure du roi n'a plus la noblesse des rois des tragédies classiques et, s'il a gardé son autorité, il semble descendu de son piédestal, libertin, tutoyé par la duègne, sa situation burlesque en fait un personnage peu propre à inspirer terreur ou admiration, les rôles types sont bouleversés. Pour restituer au discours théâtral son naturel, l'auteur enfreint les règles classiques de la prosodie, les coupes sont irrégulières et choquantes pour les tenants de la tradition, la syntaxe bousculée, les membres de l'alexandrin écartelés par de longues didascalies, et cela dès le deuxième vers, disloqué en 3 répliques. Dans toute la scène, le vers est démantelé par le dialogue, interrompu par des jeux de scène ou des bruits, les coups frappés à la porte déséquilibrés par des rejets, vers 1 et 2. Dès ce deuxième vers, témoigne Théophile Gautier, la querelle était déjà engagée. Ce mot rejeté sans façon à l'autre vers, cet enjambement audacieux, impertinent même, semblait à un spadassin de profession, allant donner une pichenette sur le nez du classicisme pour le provoquer en duel. Le lexique est à l'avenant. Pas de mots roturiers qui ne soient dignes d'entrer dans le drame, l'escalier, l'écurie, le manche à balai, ont droit de citer au théâtre, puisqu'ils font partie de la vie quotidienne. Conclusion, l'importance de cette première scène dépasse la banale fonction d'exposition de la pièce, par son non-conformisme et ses audaces provocatrices, elle rassemble les principes majeurs et les nouveautés du drame romantique, ce qui en fait un moment clé de l'histoire du théâtre.